suis rentrée le 1er janvier 2016, pour être très précise, de San Francisco. Et effectivement, je me suis dit que j'allais m'engager pour 2017, mais plus parce que j'avais pas envie de regarder le Front National, qui était devenu le premier parti de France aux élections régionales en 2015. Donc l'envie d'engagement, elle était là, mais jamais l'envie de faire de la politique. D'ailleurs, moi, je me suis jamais vue comme ça. Je n'ai jamais été une femme politique de ma vie. Et j'ai quasiment vécu la campagne comme un projet entrepreneurial, en fait, pour moi, pour dire la vérité. Et j'avais envie de retrouver peut-être l'adrénaline, l'innovation, parce que la Silicon Valley, elle a plein de défauts. Et il y a plein de choses qu'on a qu'elle n'aura jamais. Et puis le mot social n'a pas du tout la même définition en France qu'aux États-Unis. Et j'aime bien les projets page blanche. J'aime bien les projets où il y a tout à faire et on te dit bizarre ton truc. Donc je l'ai plutôt vécu comme ça. Et puis il y a un travail d'équipe qui était hyper intéressant. Et encore une fois, beaucoup de liberté. J'ai écrit un livre, moi, après, qui s'appelle Une marche en campagne, chez Albin Michel, qui n'est pas du tout un livre politique d'ailleurs, qui est plutôt un livre très personnel. Où je parle du syndrome de l'imposteur, de plein de choses qu'on apprend sur soi dans des contextes hyper forts. Et puis moi, j'ai évolué dans deux milieux, que ce soit le numérique ou ce milieu dit plus politique, très masculin. Donc je voulais parler de ça. Et à un moment, je dis dans le livre, j'y ai cru dès le premier jour, comme une espèce d'intuition, et je me suis réveillée tous les matins comme si on était à 4%. C'est une espèce de dynamique, en fait, que tu gardes tout le temps, qui a l'air antinomique, mais qui l'est pas tellement. C'est-à-dire que pour moi, j'ai de l'intuition, mais je crois toujours je crois que moi, je marche beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Et donc, il y avait quelque chose où je savais intuitivement. Et tu te bats tous les jours comme si tu n'étais rien et que tu n'avais aucune chance. Mais ça, c'est plutôt un truc que je fais dans tous les projets. Je pense que c'est une espèce de... pour garder la rage, pour garder l'envie, quoi. Donc, je regardais jamais les sondages, jamais. Même quand il était à 8 ou quand il était à 24. Et je me suis comportée de la même façon tout le temps. On est toujours plus fort qu'on le pense, qu'il faut toujours dire oui aux choses qui nous font peur. C'est pas dire non parce qu'on n'a pas envie et dire non parce qu'on a peur, c'est pas le même non. Donc moi j'ai eu peur plein de fois pendant cette campagne et en fait c'est comme ça qu'on apprend et c'est la seule façon de se dépasser en fait et se protéger beaucoup, faire les choses pour les bonnes raisons parce que c'est malheureusement un milieu qui attire les gens pas forcément pour les bonnes raisons et qui récompense. Et c'est pour ça que moi je me sens plus heureuse dans des milieux peut-être plus créatifs, plus libres, où les gens sont là par passion. C'est un milieu le pouvoir, où moi je trouve que le pouvoir le plus intéressant c'est celui qu'on a sur soi. C'est pas le pouvoir tout court, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que j'ai voulu raconter aussi dans le livre, parce que quand on se dépasse, on découvre des choses sur soi, sur la force du collectif. Ça c'est quelque chose de très fort, comment on déplace des montagnes. Moi, je crois que de toute façon, le changement collectif et la connaissance de soi, c'est exactement la même chose. Quand tu dis qui veut le changement, tout le monde lève la main, qui veut changer, tout le monde la baisse. L'engagement, c'est un truc qui te lâche plus jamais. L'envie de faire quelque chose de plus grand que toi, parce que tu y trouves un sens qui est très fort. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire de la politique, ça peut être dans ton entreprise, dans ton boulot, dans une association. Le fait de faire quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui te porte infiniment et qui te pousse à faire des choses bien, des grandes choses, parce que tu es plus passionné. Et c'est quelque chose qui te quitte plus jamais. Ce dont je me suis rendu compte à la fin de l'année 2017, avec le livre, c'est que le livre résonnait pour beaucoup de femmes, en fait. J'ai reçu beaucoup d'emails de femmes. J'avais pas vu la dimension féministe, en fait. Moi, quand on me demande est-ce que tu es féministe, je dis toujours oui. J'ai toujours pensé que c'était plus un féminisme de parcours plutôt que de discours. C'est-à-dire si le fait de voir une femme faire ça, ou une femme prendre la parole là-dessus, ou une femme monter sa boîte, ou ça encourage d'autres femmes, je me dis je fais le job à mon échelle pour porter des choses auxquelles je crois. Mais je sentais que j'avais envie d'aller... J'ai souvent été associée au numérique, mais aussi au féminin, parce que des femmes dans le numérique, t'en as pas beaucoup, etc. Mais le livre, par exemple, je parle du syndrome de l'imposteur, souvent, moi, j'ai l'impression que ça résonne beaucoup pour les femmes. Donc, c'est comme un truc qui s'est fait naturellement, où moi, j'ai commencé à plus m'investir sur ces sujets. Golden est venu me voir à la fin de l'année 2017, en me disant, voilà, nous, on a très envie, on parle à une génération qui a finalement des envies d'engagement, dès qu'on fait des choses engagées, comme la vidéo de Nicolas Hulot pour la COP21, ou la campagne sur le cyberharcèlement, etc. On sent qu'on a envie, on est très connu sur le divertissement,
mais on a envie aussi d'aller sur des sujets de fond, de porter des choses auxquelles on croit, et notamment sur l'égalité femmes-hommes, sur le féminisme, sur l'empowerment, l'émancipation, donner de la force et de la voix aux femmes. Et en fait, on a commencé à se voir comme ça juste pour nourrir une réflexion. Et puis en fait, c'est moi, par opportunisme sain, de leur dire en fait, moi j'aimerais vachement travailler là-dessus avec vous parce que le sujet me passionne, parce que c'est engagé. Je suis au bord d'un incubateur qui s'appelle Willa, qui est l'ancien Paris Pionnière. Et quand je parle aux entrepreneurs femmes qui sont là-bas, il faut au moins avoir une cofondatrice pour être incubée là-bas. Elles ont toujours besoin d'accompagnement et de rôle modèle. C'est les trucs qui reviennent le plus souvent. Et donc j'ai envie que Wonder soit un peu ça, un accompagnement, qu'on parle de tous les sujets qui tiennent à cœur aux femmes, qu'on leur donne de la force, parce qu'elles en ont déjà beaucoup, mais comme un porte-voix, qu'on crée une communauté, qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse bouger les lignes et que surtout, encore une fois, que les femmes qui ont envie de faire des choses, de transformer leur vie, comme un ami bienveillant. Wonder, ça sera vraiment ça, ça sera sur Instagram en priorité, parce que c'est un média à titre personnel, sur lequel je me sens très bien, sur lequel je vois beaucoup de choses, d'initiatives, de projets pour les femmes. Parce que aussi Wonder, moi je vois Wonder comme une plateforme, c'est-à-dire qui a volonté, parce que Golden fait ça très bien, à mettre en avant des talents, des femmes qui font des choses. Et si nous, on peut servir de plateforme pour mettre en avant ces projets-là, à travers des verticales, à travers des formats, à travers des interviews, on le fera. Parce qu'en plus, c'est l'ADN de Golden Network de faire ça très bien. Donc on a envie de travailler avec des talents qui font des choses, on a envie de mettre en avant des initiatives, on a envie d'accompagner les femmes sur des sujets qui sont importants pour elles. Il y aura une équipe éditoriale qui n'a pas vocation à travailler en silo ici, parce que Golden Network, c'est une société de production et de rédaction. Donc il y aura une dizaine de personnes. On travaille là en ce moment sur la grille, sur l'éditorial, sur les formats, comment on va le construire, et une dizaine de personnes, peut-être pas exclusivement sur Wonder, parce que Golden Network lance 4 autres verticales aussi, pareil, plus sur le fond, plus engagées, comme Golden News, Golden Pop. Voilà, Golden News, parce qu'on sait que c'est une génération qui est hyper soumise à la fake news et dont les sujets ne sont pas forcément traités dans les médias dits mainstream. Donc il y aura une équipe éditoriale, peut-être par affinité, 1 ou 2 personnes qui seront vraiment que sur Wonder, mais il faut aussi que chaque verticale se nourrisse les unes des autres. J'aime l'idée de penser effectivement Instagram d'abord, parce que j'aime l'idée de la contrainte qui rend plus créatif, et l'idée d'avoir une plateforme qui, pour moi, Instagram crée de l'engagement et crée vraiment de la communauté. Et encore une fois, en tant que femme, c'est là où j'ai vu des initiatives qui me parlent. Et puis il y a longtemps qu'Instagram n'est plus une app photo. On peut faire plein de choses. On peut faire des stories, on peut faire de la vidéo, on peut faire... Donc en termes de créativité, il y a plein de choses à imaginer sur les formats que je trouve assez passionnants. Mais on ne s'interdira pas du tout si voilà, il y a des choses à faire ailleurs. Mais oui, le contenu sera pensé notamment sur ce médium-là au début. Ouais. L'utopiste en moi, l'idéaliste, te dirait que c'est tellement puissant pour réinverser les rapports de pouvoir, pour redonner de la voix aux gens qui n'en ont pas, pour créer du dialogue, de la conversation, pour rencontrer des gens qui sont si loin de toi. L'idéaliste en moi aimerait qu'Internet représente ce renversement en fait, et le fait de donner accès à tout le monde, pas seulement à l'autre, parce qu'en fait on surinvestit beaucoup l'accès à l'information, mais assez peu l'accès à l'autre. C'est Clay Shirky, qui est un professeur à Columbia, qui a une vraie vision sur le numérique que j'adore, qui dit ça. Et Internet, c'est pas seulement l'accès à des signaux, à de l'information, c'est accès à l'autre avec un grand A, dans le meilleur des cas. Donc quand le numérique peut faire ça, je trouve ça fantastique. Donc je crois que le féminisme redécouvre... Je crois que le numérique est très lié au fait que ce soit une génération qui est extrêmement féministe, et pas seulement les femmes de 15-30 ans ou 25-35 ans, les hommes aussi le sont. Je pense qu'Internet, ce n'est pas une communauté, c'est des communautés d'intérêt qui se créent. Et je suis persuadée que le fait que le féminisme, que le sujet d'égalité et d'inclusion soit très présent sont aussi liés à cette révolution.
Parce que tout d'un coup, tu peux t'adresser, tu peux trouver ta communauté d'intérêt, tu peux créer de la résonance avec 5, 10, 20 000, 30 000. Tu n'es pas sur un média de masse qui fait que pour exister, tu dois faire 6 millions de... Non, et c'est comme ça. De toute façon, les révolutions, les grandes lignes, ça commence toujours par un petit groupe qui y croit avant les autres et qui d'un coup, grâce à sa force de conviction, arrive à emmener, tu sais, tu as le fameux tipping point de 5% ou de 10%. Et Internet, c'est le top pour ça. Tu commences à 1%, 2%, 5%. Et donc, je suis persuadée que le féminisme et la nouvelle génération de féministes est aussi liée à ce numérique-là. Donc, quand le numérique crée ça, je trouve ça fabuleux. Et on a souvent tendance à humaniser. En fait, il y a un mot pour ça en anglais que j'ai oublié. Je crois que c'est anthropomorphizing, quand on donne des qualités humaines à une innovation technologique. Donc, l'Internet, le numérique n'a pas d'agenda du bien ou du mal, de créer des MeToo, ou de créer des trolls ou l'extrême droite qui l'utilise. C'est ce que nous en faisons ensuite. Et donc je crois que le numérique est aussi lié à la société à laquelle on croit, à l'éducation. Mais dans l'idéal, c'est quand même une révolution qui est passionnante et qui peut faire des choses... Le problème du numérique, c'est si elle recrée exactement les inégalités du siècle précédent. Si cette révolution-là, elle met des millions de gens sur le carreau, parce que ce n'est pas les mêmes jobs, que 90% des fondateurs dans le numérique sont des hommes issus de la même culture, avec des diplômes, on aura perdu la bataille. Parce que rien n'est révolutionnaire s'il n'est pas ni inclusif, ni égalitaire. Le problème, c'est que cette économie-là, elle a tendance un peu pour le moment à reproduire ça. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun à son échelle, si tu es un entrepreneur du numérique, qui tu embauches? Pourquoi? Quel CV tu valorises? Est-ce que tu as envie de faire une app de dating ou tu as envie de faire une app qui nous aide à être plus écolo sur la biodiversité? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette puissance-là dans tes mains? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce contexte hyper puissant dans lequel on est, le numérique? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais à ton échelle? Ça, encore une fois, moi je suis persuadée que le changement, la société, elle est changée par la société. Et que le coercitif n'a pas vocation à nous donner forcément la vision de société, la vision du numérique. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte si puissant? On a un peu les moyens de nos rêves pour faire bouger les lignes. La vraie révolution numérique, si elle est un peu saine, le pouvoir... Moi, je ne crois pas du tout que le leadership, c'est la fin du leadership, mais que le pouvoir peut s'organiser de façon un tout petit peu plus horizontale, c'est certain. Et un vrai leader du 21e siècle, il repense son leadership différemment. Il se dit, ok, est-ce que j'ai vocation à ne pas créer plus de participation? Est-ce que ubérisé, c'est pas Uber qui appartient au chauffeur? Est-ce que ça n'arrivera pas à un moment ou à un autre? Ça aussi. Donc moi, je crois d'abord, que la révolution... En fait, la révolution, c'est pas un concept qui se balade, c'est comme l'innovation, c'est des révolutionnaires. C'est quoi être... Moi, je suis pas du tout une activiste, une militante, moi j'ai pas envie de renverser la table. Quelque part un peu. Mais de façon un peu maligne. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que tu ne changes jamais les gens contre leur volonté. Ça n'existe pas. Donc moi, je ne crois pas du tout au fait de te dire, toi, t'es le bad guy, toi, t'es le bad guy, toi, t'es un GAFA, t'es immonde, toi, t'es horrible. Moi, je vais aller que là-dessus, ou je vais rejoindre les anonymes, ou je vais faire que du Creative Commons. Non. Parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont des ressources, ils ont des talents. Et j'ai envie de leur dire, c'est quoi ta vision du monde? Qu'est-ce que toi, tu as envie de projeter? C'est quoi une entreprise du 21e siècle pour toi? C'est ça, c'est instinct. Je veux dire, est-ce que c'est 8 personnes qui se partagent tout? L'argent, enfin la concentration des richesses, elle est incroyable sur une révolution numérique. On peut toujours se défausser de sa responsabilité, de sa vision de la société sur le coercitif et la loi, ou on peut se dire, attends, mais en fait, la société c'est moi. Donc, la participation salariale, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Les inégalités que je crée avec ma boîte, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel CV je valorise? Quelle adresse je valorise quand j'ai deux à compétences égales, que j'ai un entretien? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de petits paris et qu'il y ait des petites actions, ça n'existe pas. Quand tu es un chef d'entreprise, tu projettes ta vision du digital et du numérique et de la société tous les jours. Donc la révolution, elle n'a pas vocation à être trahie si on est tous à peu près là en portant une vision de la société à laquelle on croit. Et donc évidemment, moi on ne vit pas au pays des bisounours, mais il y a quand même chez moi l'idée de se dire, je ne fais pas la révolution contre quelqu'un, je pense que ça n'existe pas. Et encore une fois, moi, la colère ne sont pas du tout des moteurs pour moi, et le contre
la haine de quelque chose. C'est pas des moteurs du tout. J'ai beaucoup plus envie de concentrer mon énergie en disant regarde ce qu'on fait, c'est pas mal. En plus c'est pas mal et on essaie de faire ça en faisant quelque chose de bien.